Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Dan Bloch. Bonjour Dan Bloch. Bonjour Magali Forestier. Vous êtes fondateur et président de DGB Partners, groupe de conseil en ingénierie et digital. Alors on va parler évidemment de ce domaine, mais on a envie, puisque c'est le principe de l'émission, de vous connaître un peu mieux. C'est toujours un peu compliqué de parler de soi, hein, mais bon, vous êtes quand même fondateur, président, donc ça peut être aussi un parcours inspirant pour les personnes qui nous regardent. Qu'est-ce qui vous a forgé, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes fondateur et président? Plusieurs choses. Moi, je suis ingénieur de formation. J'ai travaillé quelques années dans le monde, dans l'industrie pharmaceutique. Ouais. Et puis, je suis tombé il y a 24 ans dans le monde du conseil en ingénierie et digital. Et quand on y goûte, on a envie d'y rester. Donc voilà pour le secteur. Et puis il y a une envie d'entrepreneuriat, on en reparlera peut-être. Mais voilà. Ouais, et donc là, on allie les deux, c'est-à-dire le monde du conseil en ingénierie et le monde de l'entrepreneuriat. Voilà. L'industrie pharmaceutique, c'était en Suède, hein, donc pourquoi en Suède c'était C'était ce qu'on appelait à l'époque un VIE, enfin un CSN, maintenant ça s'appelle VIE. Et donc que j'avais prolongé un peu, donc une partie en Suède et une partie en France. Et puis après, j'ai quitté ce monde-là pour le monde du conseil en ingénierie, où je m'étais formé à l'époque chez Altran. Et puis j'avais eu l'opportunité d'une première aventure entrepreneuriale il y a une vingtaine d'années de ça. Pourquoi ce goût pour l'entrepreneuriat? Alors, on l'entend beaucoup ici, hein, dans Décideurs engagés. C'est ce côté de construire, de bâtir. Qu'est-ce qui vous motive dans ça? L'entrepreneuriat, pour moi, c'est créer, c'est développer. Et en fait, contrairement à ce qu'on imagine, c'est pas une aventure solitaire. C'est vraiment une aventure collective. C'est la rencontre avec des hommes, des femmes, avec qui à un moment donné on regarde dans la même direction et on construit un projet commun. Et c'est vraiment ça qui est passionnant. Voilà. Et puis après, c'est faire évoluer les sociétés. Si je reviens sur DGB Partners, le groupe a 4 ans, on est déjà 12 associés. Et l'objet, c'est de continuer à croître et d'associer au maximum de nouveaux partenaires au capital de la société, etc. Voilà. Et le but, c'est d'accompagner aussi vos clients dans leur transformation numérique, un gros enjeu en tout cas. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui dans un monde qui devient de plus en plus incertain sur le plan économique, sur le plan politique? Quels sont les gros enjeux aujourd'hui pour le SN que vous êtes? Alors, pas uniquement sur les aspects informatiques, mais conseil en ingénierie au sens large. Bien sûr. Les gros enjeux, c'est que c'est de plus en plus complexe en fait. Et donc les produits, les process de nos clients sont de plus en plus complexes. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils font appel à nous. C'est parce que c'est de plus en plus complexe qu'il y a une R&D externalisée qui s'amplifie et qui augmente au fil des années. Et donc, l'objet, c'est de rester à la pointe des compétences. Donc c'est pour ça, là aussi on y reviendra peut-être, mais que le recrutement c'est quelque chose qui est essentiel. Et donc voilà, les enjeux, c'est de rester aussi hyper actif, au sens où il faut qu'on soit actif et réactif, qu'on anticipe. Et je pense qu'une des grandes forces des sociétés de notre secteur, c'est d'être hyper réactive. Voilà. Par rapport aussi aux nouvelles technologies, l'IA générative, la data, le cloud, tout ça, ça fait partie des outils, en tout cas, qui sont au service de vos clients. Comment est-ce que vous abordez ces questions? En allant chercher les compétences qui vont bien. Voilà. Il y a effectivement une guerre des talents et on est un des acteurs pour aller chercher ces talents et les conserver le plus possible, le plus longtemps possible. C'est vraiment la guerre. Comment est-ce que vous les recrutez? Est-ce que vous allez chercher plutôt dans la diversité? Évidemment, il faut beaucoup d'expertise. Comment est-ce que vous procédez dans les modes de recrutement? Alors oui, la diversité, mais comme je le disais, on est en pénurie de talent. Et donc l'objet, c'est de s'ouvrir au maximum, d'ouvrir les chakras au maximum. Et donc, à la fois, effectivement, sur la féminisation de nos métiers, sur la diversité, et également sur le recrutement, par exemple, à l'international. Et donc, vraiment,
en tout cas en ce qui nous concerne, nul doute que le fait que notre recrutement soit le plus ouvert possible est vraiment un levier de notre performance. Ça, c'est certain. Oui, bien sûr. Je parlais de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vos clients intègrent et commencent à intégrer? Parce qu'il faut aussi les convaincre de l'utilité de ce nouvel outil, pardon. Oui, alors, il y a beaucoup de questionnements sur l'IA aujourd'hui. On s'interroge effectivement chez nos clients quels impacts ça va avoir pour eux, et donc quel impact ça va avoir pour nous, pour les accompagner, mais également pour nous en interne, c'est-à-dire en quoi, si je reviens sur nous, l'IA va changer nos modes de recrutement, changer ou au moins intervenir dans nos modes de management, etc. Donc, en fait, ce qui est très intéressant avec l'IA en ce moment, c'est que, en tout cas pour moi, il y a beaucoup plus de questionnements que de réponses, mais du coup, ça interroge énormément et ça nous force à nous projeter, quoi. Bien sûr. On parlait des recrutements très importants, la guerre des talents. Il y a un faible attrait aujourd'hui des jeunes pour le salariat, par exemple. Est-ce que ça a changé aussi la façon d'entrevoir les contrats avec ces nouveaux talents? Oui, non, mais c'est vrai que il y a le salariat qui a évolué avec de plus en plus d'indépendants, des modes contractuels un peu différents. Moi, j'ai le sentiment qu'on est sur quelque chose qui est à peu près stable aujourd'hui. Ça a trouvé son équilibre et donc il y a une part des salariés qui veulent être salariés, une part qui veulent être indépendants. J'ai le sentiment qu'on est sur quelque chose d'assez stable aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une concurrence des hyperscalers, justement, en termes de data, en termes les gros data centers qui offrent de plus en plus de services aussi à leurs clients aujourd'hui? Est-ce que les ESN ont perdu une part d'activité qui est offerte aujourd'hui par ces nouveaux arrivants? Non, aujourd'hui, on a globalement ce que j'ai appelé la R&D externalisée. Il y a une croissance en France et globalement en Europe et plus largement d'à peu près 5% par an. Après, il faut se tailler la part du lion dans cette croissance. Mais non, vraiment la R&D externalisée, je vois pas de facteurs essentiels qui feront ou de facteurs structurants qui feront que ça évoluera différemment dans les années qui viennent. Pour vous, c'est pas un problème. Non. Et les clients de DGB Partners, vos gros clients? Alors, ils sont aussi bien dans la mobilité, donc c'est Airbus par exemple, un de nos gros clients, que dans l'énergie, que dans les infrastructures BTP. Donc, on intervient sur multisectoriel, ce qui permet d'ailleurs d'avoir des phases, d'amortir les phases où des clients sont très demandeurs, moins demandeurs, etc. Donc, et puis on intervient plus accessoirement sur des métiers ou des secteurs comme les télécoms, par exemple. Quelles sont les perspectives d'avenir pour conclure cette interview? Pour le groupe, j'espère très bonne. Le groupe a 4 ans, on devrait faire sur une 5e année à peu près 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis, au-delà de la croissance organique, on va s'atteler à accélérer encore par de la croissance externe. Voilà. On va passer à la question du média positif à présent. Le média positif, c'est un média en ligne qui ne propose que des bonnes nouvelles et ça fait du bien. Et c'est juste après le jingle. La question du média positif, le média qui propose des parcours inspirants, des initiatives positives en ligne, c'est celle que vous avez choisie. Quelles sont les valeurs qui représentent le plus votre entreprise et comment se traduisent-elles concrètement? Alors, pour moi, il y a 2 valeurs qui sont importantes et qui sont importantes dans l'entreprise, c'est la responsabilité et le courage. Alors, la responsabilité, parce que bon, on peut évidemment imaginer qu'un dirigeant, un bon dirigeant, c'est un dirigeant responsable qui prend des décisions, qui les assume, mais surtout qui a pleinement conscience de l'impact de ses décisions sur les salariés, sur les clients et sur, on va dire, l'environnement au sens large de sa société. Et puis le courage, c'est très important pour moi et je pense que ça régit une grande partie de ma vie. C'est évidemment le courage pour innover, le courage pour… prendre des risques. Exactement, investir de manière calculée évidemment. Mais c'est aussi
et ça c'est très important, le courage de tenir au quotidien fermement sur ses valeurs, même dans l'adversité. Je cite régulièrement Alexandre Solzhenitsyn qui avait fait un magnifique discours sur le déclin du courage. Je vous invite, je ne sais pas si vous le connaissez. Mais, un thème... Si, bien sûr, mais évidemment. Et en fait, dans ce discours, il décrivait magnifiquement comment le courage est souvent le premier trait à décliner en période de crise. Oui, forcément. C'est ce que j'allais dire, c'est très actuel en plus. Hein. Exactement, oui, exactement. Et il observait que... C'est là que se révèlent les hommes dans les situations difficiles, en fait. Exactement, absolument. Ou les femmes. Absolument. Et il observait d'ailleurs que un homme qui perd son courage est à moitié vaincu, et je crois que c'est exactement ce à quoi vous faisiez référence. Et du coup, il perd. La question de la Fondation Mosaïque à présent. On va parler d'inclusion juste après le jingle. La question de la Fondation Mosaïque, fondation qui œuvre justement pour lutter contre les discriminations au sein des entreprises. Quelles actions concrètes vous avez initiées au sein de votre organisation en matière de diversité? S'il y en a, évidemment. Oui. Alors, déjà, pour moi, la diversité dans notre société, c'est une notion qui est vraiment totalement intégrée. Ça fait partie de nous. Et alors, je vais prendre deux axes. Le premier, sur le recrutement, on en a parlé. C'est vraiment, on en a parlé, il y a une guerre des talents. Et donc, la diversité, c'est essentiel. Et comme j'ai dit tout à l'heure, pour la croissance, c'est essentiel. Et au-delà du recrutement, moi, je suis très fier des initiatives que nous avons mises en place pour promouvoir la diversité dans le groupe. Une des actions concrètes que nous avons initiées, c'est un partenariat avec la plateforme d'association Vendredi. En fait, dans ce partenariat, au-delà des sensibilisations, des formations qu'on peut mettre en place avec ce partenariat pour nos salariés, notamment sur des sujets RSE, on a initié, on est allé au-delà et on a initié un mécénat de compétences qui permet en fait à nos salariés d'intervenir auprès d'associations et sur leur temps de travail. En fait, le principe de ce programme, c'est que nos salariés peuvent consacrer du temps, encore une fois, sur leur temps de travail pour intervenir auprès d'associations en fonction à la fois, eux, de leurs compétences et des besoins des associations. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement du temps, c'est une mise en adéquation. Absolument, s'ils ont une compétence, par exemple, en développement informatique, et qu'une association a besoin de créer une base ou je ne sais pas, et ben, il va y avoir adéquation entre les deux. Et donc, on est allé jusque-là dans ce mécénat de compétences. Et à titre indicatif, sur l'année 2023, ce mécénat, ça représente 800 heures de nos salariés pour ces associations. Et sur l'année 2024, ça sera plus de 1000 heures. Voilà. Oui, très belle action. En tout cas, merci beaucoup. On va passer à la question de l'hémicycle. Cette fois, c'est plus moi qui vais poser les questions. C'est vous. Peut-être question, coup de gueule, message à nos politiques. C'est juste après le jingle. La question de l'hémicycle, d'Anne Bloch, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à nos hommes politiques, nos hommes et nos femmes politiques qui nous gouvernent? Est-ce que vous avez quelque chose, un message à faire passer? Vous avez 2 minutes et c'est face caméra pour vous. Moi, il y aurait plein de sujets potentiels, mais je vais me focuser sur un. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je travaille au quotidien avec des ingénieurs et des diplômés d'école de commerce. Et en fait, je constate qu'il y a un déficit de culture économique. Et en fait, le monde économique, le monde de l'entreprise au sens large, régissent nos vies au même titre que les sciences ou les phénomènes naturels. Ce sont des domaines fascinants à ce même titre. Et donc, moi, je souhaiterais qu'il y ait une plus grande appétence pour les Français, pour ces domaines-là. Moi, je me souviens, alors une petite anecdote, mais quand j'étais jeune, je regardais une émission, je crois que c'était sur France 3, c'était C'est pas sorcier, et ça vulgarisait la science,
Et je suis convaincu que ça a donné énormément d'envie à des jeunes, à des ados, etc., d'aller vers la science. Eh bien, dans la même lignée, moi, la question du coup que j'aimerais poser, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire, quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place pour que le monde de l'entreprise et le monde économique au sens large soient mieux connus des citoyens. Et au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut mettre en place d'un point de vue sur des programmes éventuellement médiatiques ou au niveau scolaire, etc. Intéressant, vulgariser en tout cas ce monde économique. Absolument. Pour susciter des vocations chez les plus jeunes, notamment, j'imagine. Appel aux médias, hein, qui nous regardent également, évidemment. Le message est passé. En tout cas, merci beaucoup, Dan Bloch. Merci, Magali. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous pour votre fidélité. Et on se retrouve très, très bientôt pour un prochain numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.